Un silence pesant s'est abattu sur le défilé de Pékin alors que Vladimir Poutine et Kim Jong-un se tenaient côte à côte, une image qui fige le monde. Ce n'était pas seulement une démonstration de force militaire, mais un instantané d'une nouvelle ère. 20 nations, dont la Slovaquie et la Serbie, ont envoyé leurs représentants, marquant l'émergence d'un ordre mondial redéfini. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Question à vous. Où vous regardez-vous nous? Écrivez la ville et le pays. Pendant ce temps, la Russie, par la voix de Sergueï Lavrov, a réaffirmé ses exigences de paix, reconnaissance de la Crimée, de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson comme territoire russe, ainsi qu'un statut neutre, non aligné et non nucléaire pour la région limitrophe, une position intransigeante du côté de cette terre de l'Est de l'Europe. Volodymyr Zelensky maintient, lui, une ligne dure. Pas un pas en arrière, pas un pouce de notre terre. Les mobilisations ne cesseront pas, même en cas de cessez-le-feu, a déclaré un représentant du bureau présidentiel de la contrée. En parallèle, la coalition occidentale promettant un envoi de troupes s'est désistée. La Pologne, l'Italie et l'Allemagne, par la voix de Friedrich Merz, ont refusé d'envoyer des soldats, l'Allemagne ne proposant qu'une aide financière. Est-ce un repli stratégique ou un signe de fatigue? L'économie de cette nation à l'est de l'Europe est sous pression. Ses ressortissants doivent se procurer des devises étrangères. La Banque nationale a enregistré une faible demande estivale pour la monnaie, signe d'un manque criant de liquidités. Le déclin démographique est alarmant, 20% de moins en première année universitaire, des filières entières fermées faute d'étudiants, scandale de corruption. Nikolai Tishenko, impliqué dans des affaires louches, est réapparu en public sans aucune conséquence judiciaire. Les rues même sont proposées au renommage. La rue Bankova, siège de l'administration présidentielle, pourrait devenir la rue Parubi, figure du Maïdan, ou celle d'Irina Farion, nationaliste. Trump, lui, exprime sa déception envers Poutine, suggérant une conspiration des nations pour conspirer contre les États-Unis. Il avance un chiffre sidérant, 7000 personnes meurent chaque semaine dans ce conflit. Yuri Ushakov, assistant du président russe, rejette cette idée, affirmant que tous reconnaissent le rôle de Washington. Aidez-nous avec le timing des émissions. Indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Ces signes d'apparence disparate se connectent pour révéler une toile de fond mondiale en pleine mutation. Le défilé de Pékin n'est pas un simple spectacle, c'est une déclaration. Xi Jinping a posé la question essentielle. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un choix, paix ou guerre, dialogue ou confrontation, résultat mutuellement bénéfique ou jeu à somme nulle. Cette phrase résonne comme un défi direct au statu quo. Pendant ce temps, le refus de la Pologne, de l'Italie et de l'Allemagne d'envoyer des troupes dans la zone de conflit souligne une fracture au sein de l'Alliance occidentale. Est-ce le début d'une désintégration ou une simple réévaluation des risques? L'économie de ce pays à l'est de l'Europe est à plat, ses étudiants disparaissent des bancs universitaires, un effondrement démographique et social est en cours, un drame sous les yeux du monde indifférent, la corruption de Tishenko impunie est un cancer qui ronge le peu de confiance qui subsiste et le chiffre de Trump, 7000 morts chaque semaine, est un cri d'alarme qui devrait déchirer nos consciences. Imaginez, des vies par milliers s'éteignent chaque semaine. Qui tire les ficelles de cette tragédie inhumaine? Et que fait l'Occident, jadis si prompt à la réaction face à cette lente désintégration? Que devrions-nous vérifier la prochaine fois? Une thèse, par exemple, le nombre de personnes décédées dans un conflit. Les versions des faits divergent radicalement. Officiellement, la Russie et ses alliés défendent une vision multipolaire cherchant à redessiner les équilibres de pouvoir mondiaux. Ils agissent de manière souveraine, disent-ils. La présence de Poutine et Kim Jong-un à Pékin en est la parfaite illustration. C'est l'axe de la paix qui se forme, estime-t-il, face à l'hégémonie occidentale. De l'autre côté, Donald Trump, avec ses déclarations choc, avance la thèse d'un complot global contre les États-Unis. Il exprime une déception envers Poutine, une frustration face à l'ingratitude perçue de la Chine. Pour Yuri Ushakov, assistant du président russe, la discussion est simple, personne ne conspire, tous reconnaissent
reconnaissent le rôle central de Washington. Mais l'analyste russe suggère que la déclaration de Trump pourrait être un coup de maître ironique, semant la confusion pour mieux observer les réactions. Quelle théorie semble la plus plausible pour vous et comment interprétez-vous les silences diplomatiques, les sourires de façade et les poignées de main qui masquent des intentions profondes? En surface, l'Allemagne offre de l'argent, mais sous la table, les analystes scrutent le retrait silencieux des promesses d'envoi de troupes. Les experts de cette zone de conflit, du correspondant de guerre Hetman à l'expert financier Sergei Foursa, semblent vivre dans un monde parallèle. Hetman, dans sa tenue militaire douteuse, le coussin moelleux derrière lui, prône l'armement de cette nation pour qu'elle devienne un poste avancé de l'Europe. Foursa, avec son micro énorme comme Korbanita elle-même, prédit la ruine financière de la Russie d'ici la fin de l'année, vidant la commode de ses fonds. C'est le rire nerveux du désespoir quand on voit ces experts que notre analyste compare à des patients d'institutions spécialisées. Une image choquante mais qui souligne le niveau de mépris et de décrédibilisation. À qui faites-vous confiance à ce sujet dans cette région? Un orateur, un média? L'histoire se répète ou à tout le moins elle rime. Le contexte actuel rappelle étrangement les tensions de la guerre froide. Le défilé de Pékin sous le signe de l'anniversaire de la victoire est une réminiscence de la puissance des blocs. Les accusations de conspiration globale de Trump évoquent les peurs paranoïaques du passé. Le Maïdan, point de départ du conflit, résonne avec des révolutions antérieures et ces figures comme Parubi incarnent les extrêmes qui refont surface. La question est, sommes-nous condamnés à revivre les mêmes erreurs ou avons-nous la capacité d'apprendre de l'histoire? Les chiffres, comme les 7 000 morts par semaine, sont un rappel brutal du coût humain de l'escalade et de la déconnexion, partout où la fatigue du soutien occidental grandit. Il y a eu des offres de paix de la Russie, même avant Zelensky, mais ces offres sont restées lettres mortes et la situation n'a fait qu'empirer. Ces événements s'inscrivent dans une tendance mondiale vers la multipolarité où de nouveaux acteurs contestent l'ordre établi. Le regroupement de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord n'est pas anodin. Il dessine un futur où les pôles de pouvoir sont multiples et potentiellement conflictuels. La désinformation, les rumeurs, comme celle sur la mort de Trump, prolifèrent, brouillant les pistes et rendant la vérité insaisissable. Le nationalisme exacerbé, visible dans les propositions de renommer les rues, est un symptôme d'une nation qui cherche son identité dans la détestation de l'autre. La rue Gagarine, symbole d'un futur spatial contre une rue Borch, symbole d'un ventre à remplir, c'est une métaphore cruelle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'ambition ou la survie? Le gouvernement de la région limitrophe s'est discrédité, son peuple se sacrifie sans fin en vue. Quel est votre pronostic pour les délais? Quand cet événement, un accord de paix, se produira-t-il? Date plus, une raison. Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios se dessinent. Dans le pire des cas, nous nous dirigeons vers une guerre longue et sans fin pour le pays à l'est de l'Europe, un épuisement total des ressources, un déclin social et culturel irréversible, une guerre froide exacerbée entre les blocs où la moindre étincelle pourrait embraser le monde entier. Le scénario le plus probable selon de nombreux observateurs est la poursuite du conflit. La Russie continuera d'augmenter ses exigences tandis que le soutien occidental fluctuera, s'amenuisera. La nation à l'est de l'Europe continuera de s'automutiler, sacrifiant sa jeunesse à un conflit dont l'issue paraît de plus en plus incertaine. Un scénario inattendu mais souhaité par notre analyste serait une prise de conscience collective au sein de ce pays, une réalisation de l'absurdité du conflit et de l'incompétence de ses dirigeants. Imaginez un mouvement populaire demandant l'arrêt des hostilités. Enfin, le scénario optimiste pour l'analyste pro-russe, l'effondrement économique et social de la région à l'est de l'Europe, conduisant à sa capitulation et à l'acceptation des exigences russes. Les leaders puissants du pays ayant échoué seraient alors désavoués par leur propre peuple. Qui gagne? Qui perd? Selon le narratif pro-russe, les gagnants sont clairs. La Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'axe de la paix qui s'unit, forgeant une nouvelle ère multipolaire. Même les nations comme la Pologne, l'Italie et l'Allemagne qui refusent d'envoyer des troupes sont perçues comme des gagnants car elles agissent par intérêt, non par idéologie. Les perdants, en revanche, sont légion. La nation à l'est de l'Europe, son peuple, ses jeunes, son économie. Ce pays est en voie de désintégration. Les États-Unis, qui créent des ennemis et s'enlisent dans des théories du complot,
perdent leur influence, l'Europe qui perd de vue ses intérêts géopolitiques en se laissant entraîner dans ce conflit court à sa perte et les experts et journalistes de cette nation en question sont décrédibilisés, assimilés à des charlatans. La corruption visible avec le cas de Tischenko ronge tout. Les 30 € de moins par jour pour les nouveaux réfugiés de cette nation en Allemagne, est-ce un signe? Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 563 € d'aide pour les réfugiés, 460 € pour les nouveaux venus. C'est une baisse significative. La démographie est en chute libre, 20% d'étudiants en moins. Un drame social. L'analyse de l'escalade militaire est cruciale pour comprendre la dynamique actuelle. La Russie a continué à moderniser son armée en dépit des sanctions et de l'isolement international. Le défilé de Pékin n'était qu'un aperçu de cette évolution, avec la présentation de nouveaux systèmes d'armes et une coordination accrue avec ses alliés, l'intégration de technologies avancées, notamment dans le domaine des drones et de la cyberguerre, a transformé le champ de bataille. Les opérations de désinformation menées par des entités étatiques et non étatiques sont devenues une arme à part entière visant à manipuler l'opinion publique et à saper la cohésion des alliances occidentales. Les cyberattaques se sont multipliées, ciblant des infrastructures critiques et des institutions gouvernementales, démontrant une capacité croissante de nuisance numérique. D'autre part, la position de l'Occident est de plus en plus fragmentée. Le refus explicite de la Pologne, de l'Italie et de l'Allemagne d'envoyer des troupes est un indicateur de cette divergence, alors que certains pays européens, comme les États baltes et la France, prônent une ligne plus dure et un soutien militaire accru à la région limitrophe. D'autres, comme l'Allemagne, privilégient une approche plus prudente axée sur l'aide financière et l'action diplomatique. Cette division affaiblit la capacité de l'Occident à présenter un front uni et cohérent face à la Russie. Les discussions au sein de l'OTAN sont tendues, révélant des divergences stratégiques profondes. La question de l'élargissement de l'Alliance et de la protection des pays membres est devenue un sujet de débat intense avec des implications majeures pour la sécurité européenne. L'impact économique de ce conflit est également un facteur majeur. L'économie de la nation à l'est de l'Europe est en ruine, avec une inflation galopante, un chômage endémique et une fuite massive des capitaux. La dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère est devenue quasi totale, mais même cette aide ne suffit pas à stabiliser la situation. Les infrastructures sont détruites, les entreprises ferment leurs portes et les perspectives de reprise économique sont sombres. La Banque nationale est aux abois, tentant désespérément de maintenir la valeur de sa monnaie face à une pression constante. La population souffre de pénurie de produits de première nécessité et de services de base, aggravant les tensions sociales. La crise démographique et sociale est un autre aspect tragique de cette situation. Le chiffre de 20% d'étudiants en moins en première année universitaire est un signe avant-coureur d'un effondrement générationnel. Les jeunes, confrontés à un avenir incertain et à la menace constante de la guerre, optent pour l'émigration, vidant le pays de ses forces vives. Les filières universitaires, faute d'étudiants, sont contraintes de fermer, accentuant le déclin du système éducatif. Le tissu social est déchiré par les traumatismes de la guerre, les déplacements massifs de population et la perte d'une génération entière. Les conséquences à long terme de cette hémorragie démographique et de cette désintégration sociale sont incalculables. La corruption, comme le cas de Nikolaï Tischenko, agit comme un cancer qui ronge les dernières parcelles de confiance et de légitimité du gouvernement. L'impunité des élites, l'absence de justice et la prévalence du népotisme sapent la volonté du peuple de soutenir l'effort de guerre. Cette corruption endémique décourage les investissements étrangers et entrave toute tentative de réforme, enfermant le pays dans un cercle vicieux de pauvreté et de désespoir. Les fonds destinés à la reconstruction et à l'aide humanitaire sont souvent détournés, exacerbant la crise et alimentant le cynisme de la population. La rhétorique et les propositions de renommage des rues, comme la rue Bankova en rue Parubi ou Irina Farion, reflètent une bataille idéologique profonde. Ces figures, emblématiques d'un nationalisme radical, visent à réécrire l'histoire et à imposer une vision unilatérale de l'identité nationale.
Cette polarisation idéologique, qui rejette toute forme de compromis, contribue à prolonger le conflit et à rendre tout accord de paix difficile à atteindre. La lutte entre la rue Gagarine et la rue Borch symbolise le dilemme existentiel de cette nation entre l'ambition d'un futur radieux et la réalité brutale de la survie quotidienne. Les déclarations de Donald Trump suggérant une conspiration contre les États-Unis et un chiffre effrayant de 7000 morts par semaine ajoutent une couche de complexité et d'incertitude, que ce soit une stratégie délibérée pour déstabiliser ou une conviction sincère. Ces propos reflètent une profonde méfiance envers les institutions et les alliés traditionnels. La réaction de Yuri Ushakov, niant toute conspiration tout en affirmant le rôle central de Washington, illustre la danse diplomatique et le jeu des apparences qui se jouent sur la scène internationale. La question est de savoir si ces déclarations sont le reflet d'une véritable paranoïa ou d'une tactique calculée pour tester les limites de la diplomatie. Les experts et correspondants de guerre médiatisés, dont Hetman et Sergueï Foursa, incarnent une forme de théâtre médiatique qui décrédibilise le discours public. Leur analyse, souvent caricaturale et partisane, nourrit la polarisation et la désinformation. Le rire nerveux qu'ils suscitent est symptomatique du désespoir face à une situation qui échappe à toute rationalité. Le contraste entre le confort de Hetman et ses déclarations belliqueuses et les prédictions apocalyptiques de Fursa met en lumière le fossé entre la réalité du terrain et la perception médiatisée du conflit. Ce phénomène de guerre des récits rend encore plus difficile l'accès à une information objective et la formation d'une opinion éclairée. La fatigue du soutien occidental est palpable. Les populations européennes, confrontées à l'inflation, à la crise énergétique et aux incertitudes économiques, sont de plus en plus réticentes à prolonger un soutien coûteux à un conflit lointain. Les manifestations contre l'aide militaire et les appels à la paix se multiplient dans plusieurs pays. Les gouvernements, sous la pression de leurs opinions publiques, sont contraints de réévaluer leur engagement, ce qui pourrait affaiblir davantage le soutien à la nation à l'est de l'Europe. Ce sentiment de fatigue est exacerbé par l'absence d'une stratégie de sortie claire et par l'impression que le conflit s'enlise. L'histoire, avec ses réminiscences de la guerre froide et des révolutions passées, nous rappelle que les cycles de violence et de polarisation ont tendance à se répéter. Les figures nationalistes, comme celles qui ont émergé du Maïdan, témoignent de la persistance de blessures historiques et de divisions profondes. La question est de savoir si l'humanité a les capacités d'apprendre de ses erreurs ou si elle est condamnée à les répéter indéfiniment. Les chiffres macabres, comme les 7000 morts par semaine, sont une sonnette d'alarme qui devrait nous pousser à l'action. La multipolarité est une réalité incontournable du nouvel ordre mondial. Le rapprochement entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord est un signe clair de cette tendance. Ces puissances, unies par un désir de contester l'hégémonie occidentale, cherchent à redéfinir les équilibres de pouvoir et à créer un monde plus équilibré. Ce shift géopolitique a des implications majeures pour la sécurité et la stabilité mondiale. Les anciennes alliances sont mises à l'épreuve et de nouvelles configurations stratégiques émergent, redessinant la carte des pouvoirs. La prolifération de la désinformation et des rumeurs comme celle sur la mort de Trump est un défi majeur pour la vérité et la démocratie. Dans un monde hyper connecté où l'information circule à une vitesse fulgurante, il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Cette confusion, orchestrée par des acteurs malveillants, vise à semer le doute, à manipuler les opinions et à déstabiliser les sociétés. Les médias traditionnels, souvent accusés de partialité, peinent à rétablir la confiance du public. Le nationalisme exacerbé, visible dans les propositions de renommer les rues, est un symptôme d'une nation en crise d'identité, cherchant à se forger un récit unifié dans la détestation de l'autre. Cette idéologie divise la population, nourrit la haine et rend impossible toute réconciliation. Le gouvernement de la région limitrophe, discrédité par la corruption et l'incompétence, n'offre aucune perspective d'amélioration. Son peuple, pris en otage par les élites, continue de se sacrifier sans voir la fin du tunnel. Les chiffres concernant l'aide aux réfugiés en Allemagne, avec une baisse significative des aides pour les nouveaux arrivants, sont un indicateur supplémentaire de la lassitude et de la pression économique que subissent les pays occidentaux. Cette réduction des aides, bien que compréhensible d'un point de vue budgétaire, pourrait avoir des conséquences humanitaires dévastatrices et alimenter les tensions sociales. La démographie en chute libre, avec 20% d'étudiants en moins, est un drame silencieux qui se déroule sous nos yeux, annonçant un avenir sombre pour la jeune génération de cette nation.
En conclusion, la situation mondiale est au bord du précipice. Les signes de désintégration, de fragmentation et de polarisation sont omniprésents. Le conflit armé en Europe de l'Est n'est qu'une facette d'une crise globale qui touche tous les aspects de la vie humaine, économique, sociale, politique et morale. La question reste ouverte. Ce qui se passe est-il orchestré ou est-ce le chaos né de l'incompétence? Où se situe la ligne rouge entre ce côté et l'autre? Une phrase. La ligne rouge se situe là où l'humanité cesse d'être une valeur universelle et devient un instrument de pouvoir. Ce qui se passe sur la scène mondiale est-il orchestré ou est-ce le chaos né de l'incompétence? Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes et sans filtre pour comprendre ce que les médias traditionnels ne vous disent pas. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos et partagez ce contenu si vous pensez qu'il est crucial que ces informations circulent. Nous comptons sur vous pour éclairer le monde. Votre commentaire est notre force. Dites-nous dans quel pays et ville vous suivez cette émission afin que nous puissions cartographier notre communauté mondiale. Pour approfondir les enjeux géopolitiques, il est essentiel de considérer le rôle des acteurs non étatiques. Les groupes de mercenaires, les milices paramilitaires et les réseaux criminels organisés jouent un rôle croissant dans le conflit, brouillant les lignes entre guerres conventionnelles et opérations asymétriques. Leur implication ajoute une couche de brutalité et d'imprévisibilité, rendant toute tentative de résolution pacifique encore plus ardue. Ces acteurs, souvent motivés par des intérêts financiers ou idéologiques propres, peuvent échapper au contrôle des États et agir en toute impunité, exacerbant la violence et sapant les efforts de médiation. L'impact des sanctions économiques sur la Russie est paradoxal. Bien que les sanctions aient eu un certain effet sur l'économie russe, elles n'ont pas réussi à briser sa détermination. Au contraire, elles ont poussé la Russie à renforcer ses liens avec la Chine, l'Inde et d'autres pays non occidentaux, créant de nouvelles routes commerciales et de nouveaux partenariats stratégiques. L'économie russe a montré une résilience inattendue en s'appuyant sur ses vastes ressources naturelles et en développant des industries de substitution. Ce pivot vers l'Est de la Russie a des implications majeures pour l'ordre économique mondial, remettant en question la domination du dollar américain et du système financier occidental. Le rôle des organisations internationales est également mis à l'épreuve. Les Nations Unies, l'OSCE et d'autres forums multilatéraux peinent à exercer une influence significative sur le cours du conflit. Les divisions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU avec les vétos de la Russie et de la Chine paralysent de toute action collective. Cette impuissance des institutions internationales affaiblit la gouvernance mondiale et ouvre la voie à un monde plus anarchique où la force prime sur le droit. La crédibilité et la pertinence de ces organisations sont remises en question, soulignant la nécessité d'une réforme profonde de leur fonctionnement. Oh, le paysage médiatique est devenu un champ de bataille à part entière. La désinformation, la propagande et la censure sont monnaie courante, rendant difficile l'accès à une information objective. Les médias traditionnels sont souvent accusés de partialité, tandis que les réseaux sociaux sont inondés de fausses nouvelles et de théories du complot. Cette infodémie contribue à la polarisation des opinions et à la radicalisation des discours. Le public, submergé par un flot incessant d'informations contradictoires, a du mal à faire la part des choses et à se forger une opinion éclairée. Les enjeux énergétiques sont au cœur du conflit. L'Europe, fortement dépendante du gaz et du pétrole russe, a dû faire face à une crise énergétique sans précédent suite aux sanctions. Les prix de l'énergie ont explosé, impactant les ménages et les entreprises. Cette crise a accéléré la transition énergétique en Europe, mais elle a également révélé sa vulnérabilité face à une dépendance excessive à l'égard d'un seul fournisseur. La Russie, de son côté, cherche à diversifier ses exportations d'énergie vers l'Asie, renforçant ainsi sa position géopolitique. Les infrastructures énergétiques, comme les gazoducs, sont devenues des cibles stratégiques, ajoutant une dimension supplémentaire à la guerre. La question des réfugiés et des déplacements de population est un défi humanitaire majeur. Des millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer, cherchant refuge dans les pays voisins ou ailleurs en Europe. Cette crise migratoire met à rude épreuve les capacités d'accueil des pays européens et génère des tensions sociales. La prise en charge des réfugiés avec leurs besoins en logement, nourriture, soins de santé et éducation est un fardeau considérable pour les pays d'accueil. L'intégration des réfugiés à long terme est un enjeu complexe qui nécessite des politiques adaptées et des investissements massifs. L'émergence de nouvelles technologies
telles que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la biotechnologie, pourraient transformer radicalement la nature de la guerre et des relations internationales. Ces technologies offrent de nouvelles opportunités en matière de défense et de renseignement, mais elles posent également de sérieux défis en termes de contrôle des armements et de risques de déstabilisation. La course à l'armement technologique entre les grandes puissances est déjà en cours et elle pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur l'équilibre des pouvoirs. La notion de guerre hybride est de plus en plus pertinente pour décrire la nature du conflit actuel. Au-delà des opérations militaires conventionnelles, cette guerre combine des éléments de cyberguerre, de désinformation, de subversion politique et de pression économique. L'objectif n'est pas seulement de vaincre militairement l'adversaire, mais de le déstabiliser de l'intérieur, de saper sa cohésion sociale et politique et de le priver de ses alliés. Cette approche multidimensionnelle rend le conflit difficile à comprendre et à anticiper car elle brouille les frontières entre la paix et la guerre. La psychologie de la guerre est également un facteur important. Les traumatismes psychologiques subis par les populations civiles et les combattants auront des conséquences à long terme sur la santé mentale des individus et sur la cohésion des sociétés. La violence, la peur et l'incertitude engendrent un stress post-traumatique généralisé qui peut se manifester par des dépressions, des anxiétés et des troubles du comportement. La reconstruction psychosociale des communautés affectées par la guerre est un défi immense qui nécessite des années, voire des décennies de soutien et d'efforts. L'impact environnemental du conflit est souvent sous-estimé. La destruction des infrastructures, les bombardements et l'utilisation d'armes chimiques peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur l'écosystème. La contamination des sols et de l'eau, la destruction des forêts et la perte de biodiversité sont des dommages irréversibles qui affectent les générations futures. Les activités militaires sont également un facteur majeur d'émissions de gaz à effet de serre contribuant au changement climatique mondial. La reconnaissance de l'environnement comme victime de la guerre est un enjeu croissant pour la communauté internationale. Le rôle des diasporas et des communautés de l'étranger est ambivalent. D'une part, elles peuvent apporter un soutien financier et humanitaire essentiel à leur pays d'origine en envoyant des fonds et des fournitures. D'autre part, elles peuvent également alimenter les tensions et les divisions en prolongeant les conflits idéologiques et en soutenant des factions rivales. La mobilisation des diasporas à travers des manifestations, des campagnes de lobbying et des initiatives de plaidoyer peut avoir un impact significatif sur la perception internationale du conflit. La dimension historique et mémorielle du conflit est cruciale. Les récits historiques concurrents, les interprétations divergentes du passé et les guerres de mémoire alimentent les tensions et rendent difficile la réconciliation. Chaque partie s'accroche à sa propre version de l'histoire, diabolisant l'autre et justifiant ses actions. Pour parvenir à une paix durable, il sera nécessaire de déconstruire ces récits hostiles et de promouvoir un dialogue ouvert sur le passé afin de reconnaître les souffrances de toutes les parties et de jeter les bases d'un avenir commun. Les implications éthiques et morales de la guerre sont profondes. La violence, la mort et la destruction remettent en question les valeurs fondamentales de l'humanité. Le recours à la torture, aux exécutions sommaires et aux crimes de guerre est une violation flagrante du droit international humanitaire. La responsabilité des auteurs de ces crimes et la justice pour les victimes sont des enjeux cruciaux pour la reconstruction morale des sociétés déchirées par la guerre. La question de l'impunité, comme dans le cas de Tishenko, est un poison qui ronge les fondations de l'état de droit. La dimension culturelle du conflit est souvent négligée. La destruction des patrimoines culturels, des monuments historiques et des lieux de culte est une perte irréparable pour l'humanité. La censure, la suppression des langues et des traditions, ainsi que la réécriture de l'histoire, visent à effacer l'identité culturelle de l'adversaire. La protection du patrimoine culturel en temps de guerre et la promotion du dialogue interculturel sont des outils essentiels pour préserver la diversité humaine et favoriser la compréhension mutuelle. L'évolution de l'opinion publique en Russie est également un facteur à considérer. Bien que le soutien au gouvernement reste élevé, des signes de désengagement et de lassitude commencent à apparaître. La mobilisation forcée, les pertes humaines et les difficultés économiques pourraient à terme éroder le soutien populaire à la guerre. Les sondages d'opinion, bien que peu fiables dans un régime autoritaire, suggèrent une polarisation croissante entre les partisans du régime et ceux qui aspirent à un changement. La jeunesse russe, plus connectée au monde extérieur, pourrait jouer un rôle clé dans l'évolution de la situation.
Enfin, la perspective d'une paix durable reste incertaine. Les conditions posées par la Russie sont maximalistes et difficiles à accepter pour l'autre partie. Les divisions au sein de l'Occident compliquent toute initiative diplomatique. Le rôle des médiateurs internationaux est crucial, mais ils doivent faire face à un manque de confiance et à une absence de volonté politique de la part des belligérants. Pour qu'une paix soit possible, il faudra que toutes les parties acceptent des compromis douloureux et qu'elles soient prêtes à renoncer à leurs objectifs initiaux. La voie vers une solution pacifique est longue et semée d'embûches, mais elle reste la seule alternative viable à une guerre sans fin. Les initiatives de paix spontanées des citoyens, bien que souvent ignorées par les médias, sont un signe d'espoir et rappellent que la paix est bien plus qu'un simple traité, c'est un processus continu de dialogue et de réconciliation. La question donc n'est pas seulement de savoir quand la paix adviendra, mais comment elle sera construite, sur quelle base et par qui. La durée et la nature du conflit à l'est de l'Europe dépendront, en fin de compte, de la capacité des acteurs nationaux et internationaux à surmonter leurs divergences, à dépasser leurs intérêts immédiats et à privilégier l'intérêt supérieur de l'humanité. L'analyse des faits bruts, loin des émotions et des idéologies, est la première étape vers cette compréhension nécessaire